73 secondes. Et boum, le monde se souviendra à jamais de l'énorme explosion de la navette spatiale Challenger qui a mis fin en un instant à la vie de ses 7 membres d'équipage. Lorsque les cendres sont retombées dans l'océan Atlantique, l'agence spatiale américaine a compris que sa réputation venait de subir un coup irréversible. Bienvenue dans The Untold. Aujourd'hui, de nouvelles preuves concernant les derniers mots de l'équipage du Challenger ont révélé quelque chose d'encore plus sinistre. À propos du jour du lancement. Raviver la passion pour l'espace. Pour les États-Unis, l'espace était rien de moins qu'une histoire d'amour. Avec l'alunissage, cette histoire d'amour avait atteint une toute nouvelle ère. Les missions Apollo ont représenté une étape incroyable pour la nation. Mais au milieu des années 1980, les Américains peinaient à retrouver un intérêt pour les entreprises spatiales. En particulier, la NASA voulait maintenir son programme en vie. L'agence a décidé de faire de l'exploration spatiale une question de relations publiques. Le plus grand défi était de maintenir la curiosité du public, et par extension, celle du gouvernement. L'argent et l'intérêt continueraient d'affluer. En janvier 1986, l'agence spatiale américaine avait estimé que les États-Unis étaient devenus très lassés des vols spatiaux et des missions non habitées. Après tout, pendant une grande partie de la décennie, la NASA avait insisté sur le fait de faire des voyages dans l'espace un rêve accessible à l'homme ordinaire. Pour cela, elle a entamé les années 80 avec le lancement de son programme de navette spatiale, affirmant que les véhicules réutilisables rendraient l'exploration spatiale bon marché et fréquente. Pensez à organiser un voyage à Disneyland. Bien sûr, c'est coûteux et cela demande beaucoup de logistique, mais une fois par an à peu près, ce n'est pas un rêve insensé. L'idée ici était de fabriquer des vaisseaux spatiaux durables afin de faire de l'exploration spatiale une activité de loisir, plutôt qu'une simple entreprise scientifique. Il était prévu que l'agence envoie 50 vols par an, ce qui fut une grande déception pour l'agence. Même l'idée d'un vol spatial accessible n'a pas reçu beaucoup de soutien. Beaucoup d'Américains avaient vu l'alunissage. Pour les jeunes adultes, le parcours de leur vie avait commencé avec l'événement qui avait captivé l'attention du monde entier. Sans parler du fait que même après l'alunissage, les missions Apollo ont continué pendant un certain temps. Il semblait aussi que le programme spatial accessible était trop beau pour être vrai. Puis est apparue la navette Challenger, qui devait déployer un satellite de communication et étudier la comète de Halley. Des choses de routine, n'est-ce pas? Eh bien non, pas vraiment. Voyez-vous, en plus de la NASA, Challenger emmenait aussi un civil dans l'espace. C'est pourquoi le lancement de Challenger était devenu un événement public. Le 28 janvier 1986, la nation entière était rivée à sa télévision. Des écrans spéciaux avaient été installés pour que les enfants à l'école et à l'université puissent assister au lancement. Il y avait aussi des personnes rassemblées sur la côte de Cap Canaveral, en Floride, pour assister au décollage de Challenger depuis son site de lancement. Après des années de lutte, l'agence spatiale était parvenue à créer un véritable spectacle public. Il ne faisait aucun doute que la nation américaine avait ravivé sa passion pour l'espace grâce à un instituteur qui espérait simplement voir l'espace. Il est profondément regrettable que cette belle histoire de fierté nationale et de rêve devenue réalité se soit transformée en tragédie. Et cela n'a pris que 73 000 secondes. Parmi les enseignants du programme spatial, au sein de l'équipage de 7 personnes du vol, se trouvait la spécialiste de la charge utile, Christa McAuliffe, institutrice et mère de 2 enfants, qui avait postulé auprès des agences. Le président Ronald Reagan l'avait annoncé en 1984 afin d'inspirer les élèves, de célébrer les enseignants et de susciter l'intérêt pour les mathématiques, les sciences et l'exploration spatiale. L'idée était de former l'enseignant sélectionné en tant que spécialiste de la charge utile, qui apporterait une leçon très précieuse à sa classe une fois le vol terminé. Après un processus rigoureux, l'agence a choisi Christa McAuliffe. Christa avait prévu des leçons de 215 minutes qu'elle dispenserait depuis la navette spatiale uniquement pour le Challenger. La NASA avait envoyé par courrier 40 000 formulaires de candidature à de futurs enseignants dans tous les États-Unis. À la fin du délai, elle avait reçu 11 000 candidatures complètes. Il va donc sans dire que le processus a été très sélectif, et jusqu'à ce que Christa soit choisie pour effectuer le vol, elle était ravie. Sa famille et ses élèves savaient qu'aller dans l'espace était un rêve pour elle. Et dans les mois qui ont précédé le lancement de Challenger, elle s'est entraînée rigoureusement à bien des égards en tant que civile. Christa était un outil de relations publiques pour l'agence spatiale et le gouvernement américain. Beaucoup de gens ont spéculé que le plan de Reagan avait définitivement redonné vie au programme d'exploration spatiale, mais il ne s'agissait en réalité que d'une mesure symbolique destinée à justifier l'injection de milliards de dollars dans l'agence, quelles que soient les véritables intentions du gouvernement.
L'impact de l'intégration de Krista à la mission Challenger a été assez viscéral. Elle représentait la preuve ultime pour les Américains que faire voyager des civils dans l'espace n'était pas trop beau pour être vrai. C'était une réalité plausible pour des milliers d'Américains. Un Américain moyen pouvait accéder à une navette spatiale sans être un athlète d'élite ou posséder des diplômes scientifiques sophistiqués. Pour les enfants, le message immédiat était que les rêves peuvent devenir réalité. Avec ces sentiments dans le cœur des Américains, le projet des enseignants dans l'espace était d'une beauté profondément émouvante. Cependant, comme vous le savez, la mission Challenger n'a jamais été l'histoire de réussite que la NASA espérait. Autant la nation était enthousiasmée à l'idée que Krista atteigne l'espace, autant elle a été bouleversée lorsque la navette spatiale a explosé en plein vol. C'est pour cette raison que l'agence spatiale a annulé le programme en 1998. Des années plus tard, le programme a été remplacé par le projet Edwin, éducateur astronaute, qui visait à ce que les participants deviennent des spécialistes de mission pour leur vol. Les enseignants du programme spatial ont également été critiqués pour leur manque de transparence concernant les détails du déploiement. Par exemple, le vol Challenger avait déjà révélé le risque d'échec, même avant que la date de lancement ne soit décidée. Les sceptiques du programme avaient compris qu'il ne serait peut-être pas facile pour des civils comme Krista de saisir pleinement les détails mentionnés dans les rapports préliminaires du vol. Cependant, la réalité était que, outre l'enseignante de l'école, 6 autres personnes faisaient également partie de l'équipage. Ces personnes n'étaient-elles pas conscientes des problèmes qui avaient affecté le vol? Ou bien la NASA avait-elle délibérément caché les protocoles à l'équipage? L'enquête sur l'explosion a toujours été confuse et sujette à de nombreuses théories du complot. Cependant, il y avait une chose certaine. L'agence spatiale s'était précipitée dans le déploiement et, pour l'essentiel, avait ignoré le terrible destin du Challenger et de son équipage. En avril 1983, Challenger est devenue la deuxième navette à atteindre l'espace avant de subir un désastre. Elle a mené à bien 9 missions majeures en près de 3 ans après son lancement. Alors, pour te donner un chiffre exact, Challenger avait passé 62 jours, 7 heures, 56 minutes et 22 secondes dans l'espace. En plus de sa longévité dans l'espace, la navette était également spéciale pour d'autres raisons. Elle avait accueilli la première sortie extravéhiculaire du programme de navette spatiale de l'agence, le 7 avril 1983. Elle avait également emmené dans l'espace les premiers astronautes américains, femmes et afro-américains, un exploit dont les missions Apollo avaient cruellement manqué. En définitive, Challenger a été un porte-bonheur pour les États-Unis. Il était tout à fait logique d'en faire le véhicule des rêves du peuple. Cependant, ce n'a pas toujours été son destin. Crois-le ou non, la NASA avait transformé Challenger en véhicule d'essai. Il n'était jamais censé accomplir l'exploit prévu pour 1986. Rockwell International avait commencé à construire la navette spatiale en 1975. 3 ans plus tard, Lockheed Martin a effectué des tests structurels sur Challenger, et ce que l'agence a découvert était pour le moins préoccupant. Voyez-vous, selon l'agence elle-même, il y avait certains problèmes sur la navette spatiale qui étaient difficiles à ignorer. Dans un document publié par l'agence, il est explicitement mentionné que les modèles informatiques de 1978 n'étaient pas suffisamment développés pour effectuer des tests de résistance sur Challenger lors des différents modes de vol. La navette spatiale a tout de même été approuvée. En 1981, Rockwell avait réalisé plusieurs essais sur Challenger afin de le transformer en navette spatiale. L'effort a pris beaucoup de temps, mais l'agence spatiale américaine s'est engagée dans le projet. Il a été observé que les employés de Rockwell ont dû faire beaucoup d'efforts pour renforcer les ailes de la navette spatiale. C'est probablement la raison pour laquelle le processus de conversion a pris plus de temps que prévu. Cependant, la NASA était également désespérée. Elle avait programmé des vols pour Challenger alors qu'il était encore en cours de conversion. Selon le calendrier officiel, il était prévu qu'il parte dans l'espace le 20 janvier 1983 pour lancer le premier satellite de suivi et de retransmission de données. C'était le même système de satellite que les astronautes utiliseraient pour rester en contact avec les contrôleurs au sol. Cependant, les problèmes techniques sur le Challenger ne cessèrent d'apparaître. Pour de nombreux ingénieurs travaillant sur la navette, c'était un miracle qu'elle ait pu effectuer son vol d'avril 1983. Initialement, l'Agence spatiale américaine a découvert une fuite d'hydrogène dans le compartiment arrière du moteur principal lors d'un vol d'essai en décembre. Comme si cela ne suffisait pas, en janvier 1983, les ingénieurs ont découvert d'importantes fissures dans le moteur qui provoquèrent la fuite. Au cours des mois suivants, la NASA a effectué d'importants tests sur le moteur principal de la navette spatiale. Ils étaient certains que le premier et le deuxième moteur fonctionnaient parfaitement, mais ils ont finalement dû remplacer le moteur principal.
Après quelques réparations de fortune et des risques, le Challenger a été lancé dans l'espace et les astronautes Story Musgrave et Donald Peterson ont réalisé la première sortie extravéhiculaire du programme de la navette spatiale. Heureusement, aucun accident majeur ne s'est produit. Compte tenu de l'histoire compliquée du moteur, la mission s'est révélée digne. Un autre exploit a eu lieu l'année suivante. En avril 1984, le Challenger entreprit un nouveau voyage dans l'espace, cette fois pour réaliser la première réparation d'un satellite par un astronaute. Cependant, ce n'était pas le seul élément de surprise lors du déploiement du Challenger. Pour atteindre le satellite de la mission Maximum solaire qui ne fonctionnait pas, l'astronaute George Nelson a utilisé avec succès l'unité de manœuvre habitée. L'agence spatiale avait conçu le sac à dos propulsé par jet afin que les astronautes puissent se déplacer facilement dans l'espace, tandis que l'unité de manœuvre habitée avait déjà été utilisée auparavant. Un jour, la mission de réparation de Nelson deviendrait une histoire à succès. Au moment de cette mission, Nelson avait démontré que le Challenger était un candidat digne pour le programme de la navette spatiale de l'agence spatiale. Malgré son historique compliqué de dysfonctionnement et de plusieurs pannes de moteur, il semblait s'être racheté. Les missions de 1983 et 1984 ont apaisé les inquiétudes de l'agence spatiale. Mais et bien sûr, ce qui s'est passé ensuite était tout simplement inacceptable. Le jour de l'explosion, c'était un matin très froid du 28 janvier 1986, mais la nation américaine n'y prêta pas beaucoup d'attention. Tout le monde s'est levé tôt et a pris le temps de regarder la 10e mission de Challenger, à bord de laquelle se trouvait le commandant de mission Francis Scobie, le pilote Michael Smith, la spécialiste de mission Judith Resnick, Cosmic, Ronald McNair et Ellison Onizuka, ainsi que le spécialiste de la charge utile, Gregory Jarvis et Christina McAuliffe. L'équipage était sur le point d'entreprendre le vol de sa vie lorsque les températures sont descendues en dessous de zéro. Les ingénieurs du Challenger étaient inquiets que l'intégrité des joints des propulseurs à poudre puisse être compromise à de basses températures. Leurs inquiétudes ont été ignorées. Après tout, la NASA avait beaucoup à perdre, car le public participait massivement à l'événement. Ils devaient prouver qu'ils tenaient leurs promesses, même si cela signifiait risquer la vie de 7 personnes et des milliards de dollars des contribuables. Il était donc évident que Challenger allait décoller. À 11h03 du matin, heure de l'Est, Challenger a entamé son voyage aller. Tout le monde observait le déroulement du vol, et les gens acclamaient Christa McAuliffe pour qu'elle réalise le rêve d'une personne ordinaire. Être témoin des merveilles de l'espace. Tous les regards étaient tournés vers Challenger. Après des années, une mission spatiale américaine attirait à nouveau toute l'attention des médias du monde entier. Sous tous les angles, la Floride débordait d'espoir et d'optimisme. Puis tout disparut. Les enfants regardaient les informations en direct lorsque Challenger explosa en une nuée de poussière blanche et de cendres. 73 secondes après le décollage. C'était comme si le monde s'était arrêté. Pour la première fois dans l'histoire de la NASA, une navette spatiale s'est disloquée alors qu'elle était encore en phase de lancement. Le commentateur de l'agence spatiale tenta de réconforter les spectateurs et leur assura que ses ingénieurs enquêtaient sur la cause principale du problème. Les paroles exactes des commentateurs sont gravées dans l'esprit des spectateurs qui ont suivi la retransmission en direct. Il a dit « Les contrôleurs de vol ici observent la situation de très près. De toute évidence, il s'agit d'un dysfonctionnement majeur. Les contrôleurs de vol ici surveillent la situation de très près. Il est évident qu'il s'agit d'une panne importante, mais les gens n'avaient pas besoin de l'avis d'un expert. Les images du désastre leur ont dit tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. En une fraction de seconde, une partie importante de la navette spatiale s'est envolée vers l'océan Atlantique. À ce moment-là, Challenger s'est désintégré en des milliers de morceaux. Les spectateurs qui ont assisté au lancement en direct ont pu voir de petits fragments du vaisseau s'enfoncer profondément dans l'océan. Dans les semaines qui ont suivi la catastrophe, les équipes de sauvetage et les opérations de récupération ont retrouvé des morceaux de la navette ainsi que les dépouilles des 7 astronautes. Cependant, tous n'ont pas été retrouvés. Tout ce que l'équipage a pu récupérer a été remis aux familles des 7 astronautes malheureux. Le reste des dépouilles non identifiables a été enterré dans un monument dédié à l'équipage du Challenger, situé au cimetière national d'Arlington. Le monument a été inauguré le 20 mai 1986. Dans les jours qui ont suivi, les écrans de télévision étaient remplis d'images des 7 astronautes et de l'explosion en forme de Higgins, restée gravée dans la mémoire du public. Tout le monde était tout simplement incrédule. En même temps que le public était en deuil, le gouvernement américain et son agence spatiale luttaient pour trouver des réponses. Que s'est-il passé? Pourquoi surtout les avertissements incessants des ingénieurs ont-ils été ignorés? Qui était responsable de la mort de cette personne?
Ce que nous avons découvert a changé à jamais le cours de l'exploration spatiale. La commission Rogers. La conséquence immédiate de la catastrophe fut la formation d'une commission présidentielle, dirigée par l'ancien secrétaire d'État William Rogers. C'est pourquoi le tribunal d'enquête est devenu connu sous le nom de Commission Rogers. Dans les mois qui ont suivi l'explosion, la commission a examiné chaque centimètre de ce qui restait du Challenger. Et bien sûr, l'enquête a commencé au sein même de l'agence qui avait poussé Green à signaler le lancement. Ce fut la première fois que le public apprit que le jour du lancement n'était qu'une façade. Ce que nous avons vu à la télévision était un lancement majestueux, mais en coulisses, la situation était presque mortelle, car dans les vidéos capturées par l'agence spatiale, qui n'ont jamais été diffusées à la télévision, la commission Rogers a vu de la fumée noire s'échapper de la partie inférieure du propulseur solide droit. Le public n'a jamais vu la fumée. La vidéo du vol de la navette montrait qu'il n'y avait rien de dangereux à voir. 60 secondes après le début de l'incendie, nous avons vu les flammes envelopper l'équipage. À mesure que la fusée continuait d'avancer, la flamme devenait de plus en plus grande. Finalement, la traînée a également enveloppé le grand réservoir de carburant orange. Il semblait que lorsque les ingénieurs ont vu la fuite, il était déjà trop tard. Le vol était déjà en l'air. Cependant, les données provenant du sol concernant Challenger montraient qu'il y avait définitivement une fuite dans le propulseur. Mais il était déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. Comment pouvait-on interrompre la mission d'une navette spatiale une fois qu'elle avait déjà décollé? Selon des informations publiées par Space.com et d'autres sources, la flamme a finalement traversé le réservoir externe de la navette, rompant le réservoir d'hydrogène liquide. Quelques millisecondes avant que le propulseur droit ne percute le réservoir d'oxygène liquide, les deux liquides se sont mélangés et ont explosé, détruisant l'orbiteur avec eux. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dès que Challenger a décollé, les ingénieurs savaient qu'il ne reviendrait jamais. Plus tard, il a été révélé au public que le principal facteur à l'origine de l'explosion était la température glaciale. Le jour du lancement, l'explosion a été attribuée à une petite pièce, presque insignifiante, de la navette spatiale appelée joint torique. Bien que cette pièce en caoutchouc soit petite, elle est également considérée comme la partie la plus importante et potentiellement catastrophique de toute navette spatiale. Le joint torique est particulièrement important, car il sert de joint d'étanchéité entre les sections des propulseurs à propergol solide. Par conséquent, étant une pièce externe, elle est sensible à une série de facteurs, y compris les conditions météorologiques défavorables, comme des températures extrêmement basses. La nation américaine a été stupéfaite d'apprendre que le joint torique ne fonctionnait qu'à des températures supérieures à 53 degrés. À des températures inférieures à ce seuil, il perdrait toute sa fonctionnalité et, eh bien, les gens se souvenaient avoir grelotté de froid le jour du lancement. De nombreux bulletins météorologiques ont indiqué que la température sur la rampe de lancement, ce matin malheureux, était de 36 degrés. Ainsi, à une température aussi basse, le joint torique avait perdu toute son élasticité, ce qui a provoqué la fuite. 5 mois après la catastrophe, le célèbre physicien théoricien Richard Feynman a montré en direct au public comment la navette avait pris feu. Il a apporté un petit morceau de joint torique, l'a tordu puis l'a plongé dans de l'eau glacée. Lorsqu'il a retiré l'anneau, celui-ci n'est pas revenu à sa forme initiale, ce qui signifie qu'il était complètement dysfonctionnel. Il ne faisait aucun doute que l'agence spatiale était au courant des écarts de température. Après tout, l'un des ingénieurs principaux de la navette leur avait dit exactement ce qui se passerait s'ils poursuivaient le lancement. « Ça va exploser », avait-il dit. L'avertissement de Bob Ebling. Au fur et à mesure que la commission Rogers continuait d'informer le public sur l'explosion, il devenait de plus en plus évident que l'agence spatiale avait donné le feu vert au lancement malgré la température défavorable. Au milieu du chaos, l'agence spatiale a subi un nouveau coup porté à sa crédibilité supposée. Lorsque la radio publique nationale a publié les témoignages de 2 ingénieurs qui avaient informé leurs supérieurs de l'explosion imminente. Dans 2 entretiens séparés, marqués par beaucoup de larmes et de détresse, les ingénieurs ont déclaré que le problème des joints toriques avait été identifié bien avant le lancement, mais que leurs inquiétudes avaient été écartées. En 1986, l'identité de ces ingénieurs a été gardée confidentielle pour des raisons juridiques. Cependant, à l'occasion du 30e anniversaire de l'explosion, la radio publique nationale a révélé l'identité de l'un des ingénieurs. Bob Ebling avait déclaré à l'agence de presse que, la veille du lancement, lui-même et 4 autres ingénieurs avaient tenté d'empêcher le lancement. Alors qu'il travaillait chez le sous-traitant de la NASA, Morton Thiokol, dans l'Utah, l'agence spatiale poursuivait le lancement le plus froid de son histoire. Et les tests effectués chez Morton Thiokol avaient révélé que la protection en caoutchouc de la navette ne résisterait pas à des températures aussi basses. Lorsque Bob a essayé d'impliquer ses supérieurs en Floride, il a été immédiatement écarté.
La veille du lancement a été très difficile pour lui, et il avait dit à sa femme, Darlene, que Challenger allait exploser. C'est exactement la déclaration qu'il avait faite à ses supérieurs, mais elle a été rejetée. Même dans ces conditions, Bob et ses collègues ingénieurs inquiets espérèrent le retour sain et sauf de l'équipage de 7 personnes qui s'apprêtaient à risquer sa vie pour la même agence qui était sur le point de les discréditer. Lorsque Challenger a explosé, 73 secondes après le lancement, Bob et ses collègues sont restés stupéfaits et dévastés. Mais même avant que la commission Rogers ne puisse commencer l'enquête, les ingénieurs savaient déjà exactement ce qui s'était passé jusque-là. Bob se souvient des données du rapport d'essai qui montraient que le joint torique fonctionnerait mal et que la fuite envelopperait la navette dans un incendie dévastateur. Le pire, c'est que Bob se reproche la mort des 7 astronautes. Dans une interview récente accordée à la radio publique nationale, il a révélé qu'il regrette encore de ne pas s'être battu plus fermement pour empêcher ses supérieurs d'aller de l'avant avec le lancement. Il a déclaré qu'il n'y avait aucun problème à retarder le lancement d'1 ou 2 jours supplémentaires. Mais, pour une raison quelconque, l'agence spatiale est restée déterminée à respecter le calendrier établi. Personne, pas même la commission Rogers ni Bob, ne pouvait comprendre pourquoi c'était ainsi. Selon les mots de Bob Ebeling, ils étaient déterminés à décoller et à prouver au monde qu'ils avaient raison et qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais ils ne l'ont pas fait. Bob a reconnu que ses supérieurs avaient beaucoup à perdre, mais rien ne justifiait de risquer des vies précieuses. Peu de temps après l'accident de Challenger, Bob est tombé dans une telle dépression qu'il a décidé de quitter son travail. Rien ne pouvait le convaincre que l'agence spatiale n'était pas consciente des grands risques qu'elle prenait. Si l'agence spatiale savait que les basses températures seraient fatales pour Challenger, pourquoi a-t-elle approuvé le lancement? En fin de compte, la commission Rogers a conclu qu'une grave défaillance dans le processus de prise de décision avant le lancement impliquait la NASA. Cependant, les ingénieurs de Morton Thiokol avaient averti l'agence à plusieurs reprises, mais rien de tout cela n'a compté face à l'enjeu des relations publiques qu'elle cherchait à gagner. L'agence spatiale était très concentrée sur la réutilisation du programme de la navette spatiale. Ce genre d'affirmation s'accompagnait de l'idée que les vols spatiaux deviendraient un synonyme de voyage aérien. Bien sûr, il y aurait quelques retards ici et là, mais dans l'ensemble, ce serait une entreprise sûre. Tout le plan reposait sur la fonctionnalité des orbiteurs remis à neuf, comme Challenger. Retarder le lancement aurait obligé l'agence spatiale à reconnaître que la réutilisation de la navette spatiale n'était peut-être pas son point fort. Sans oublier que l'agence essayait également de faire passer le message que l'exploration spatiale elle-même deviendrait considérablement moins coûteuse, à mesure que de plus en plus de missions seraient réservées et exécutées en toute sécurité. Cependant, malgré des déclarations ambitieuses, l'agence a dû lutter considérablement. 5 ans après le lancement inaugural, le monde n'a assisté qu'à 5 missions par an, un chiffre assez bas comparé aux promesses faites par l'agence. Il n'y avait que 4 orbiteurs capables d'accomplir la tâche et, entre chaque mission, leur remise à neuf prenait beaucoup de temps. Comme l'agence spatiale américaine s'est empressée de fixer le calendrier, il était très probable qu'elle ait également ignoré des problèmes importants signalés par ses ingénieurs. C'est exactement ce qui est arrivé à Challenger en 1986. À ce moment-là, le seul succès du programme de la navette spatiale était peut-être d'avoir comblé le manque de diversité au sein même du Challenger de la NASA, qui avait offert des opportunités à des scientifiques, des personnes de couleur, des femmes et même des civils, leur permettant de réaliser quelque chose par eux-mêmes. Ces mesures ont suscité un intérêt limité, même si nous avons déjà évoqué comment le projet « Professeur dans l'espace » avait redonné un nouvel élan à l'agence spatiale. Au milieu de cette agitation, Challenger avait déjà été retardé 2 fois. La mission initiale était censée décoller en 1985, mais elle a rencontré plusieurs problèmes techniques, divers soucis. D'autres problèmes liés au calendrier ont également été abordés. Finalement, il a été décidé que le lancement aurait lieu en 1986. Pour maintenir l'engouement autour de l'espace, l'enseignant allait voyager. C'est pourquoi l'agence spatiale a pris des décisions techniques en conséquence. Avant le vol, il a été nécessaire de déployer certains satellites et charges scientifiques à bord. Étant donné que ces considérations techniques avaient été prises avant le vol, l'agence spatiale n'a à aucun moment envisagé de modifier le plan. Tout était prêt, et il était temps de s'assurer que Challenger accomplisse sa mission un mardi ordinaire. Au final, la campagne de relations publiques avait triomphé, et ce qu'il restait, c'étaient les derniers mots glaçants de l'équipage du Challenger. Le plus grand mystère entourant l'accident concernait la question de savoir si l'équipage, en particulier le commandant de vol et le pilote, était au courant des essais préliminaires risqués. Il n'y avait qu'une seule façon de tirer cette conclusion. Analyser attentivement l'enregistrement de la conversation de l'équipage en plein vol. Apparemment, aucun membre de l'équipage, à l'exception du pilote Michael Smith, n'a remarqué quoi que ce soit d'anormal pendant le vol.
Malheureusement, Michael n'a fait son observation qu'à la 73e seconde du vol. Un microseconde avant que la navette n'explose et que les contrôleurs au sol ne perdent toute communication avec l'appareil. Avant que le vol ne prenne feu, l'équipage menait une conversation joyeuse. On a entendu des rires et des blagues ont été échangées. À un moment donné, Michael s'est même émerveillé du vol et a dit « Vas-y maman ». Auparavant, on pensait que les dernières paroles connues du Challenger provenaient du commandant Francis Scobie, également connu sous son surnom, Dick. Ces derniers mots enregistrés furent de sa conversation avec les contrôleurs au sol, lorsqu'il répondit « Reçu, allez-y, accélérez ». Francis avait confirmé que les moteurs principaux de la navette avaient été poussés à pleine puissance. Tout se déroulait comme prévu. Cependant, ce n'était pas la fin. À un moment angoissant, l'agence spatiale américaine s'est rendue compte que le pilote de la navette, Michael, avait pris conscience de sa perte imminente. C'est pourquoi les derniers mots de l'équipage sont venus de lui lorsqu'il a prononcé un ultime « E-O ». À la 73e seconde du vol, tout s'est alors effondré. Merci d'avoir regardé et à la prochaine, les amis. Abonnez-vous et mettez un j'aime à la vidéo. À bientôt. N'oubliez pas, nous sommes The Untold.